L'assèchement des marais a été une des grandes occupations de l'humanité pendant une grande partie de son histoire. Même les travaux d'Hercule en gardent les traces. Le lac Stymphale abritait des oiseaux carnivores qui se reproduisaient trop vite pour qu'on puisse les tuer un par un, comme des moustiques. Heureusement que Hercule a réussi à les effrayer jusqu'à les noyer. Et l'hydre de Lerne, sortant d'un étang avec son haleine empoisonnée. Comment faire pour éliminer toutes ces têtes qui repoussent aussitôt, comme des sources qui alimentent un marais? Mais, décidément, assécher les marais est une œuvre de salubrité publique, mais rares sont ceux qui, comme Hercule, acceptent le défi. Voici un extrait d'un édit d'Henri IV, un an après l'édit de Nantes. Celui-ci porte sur l'assèchement des marais du royaume qu'il confie à un Hollandais. En plusieurs de nos provinces et pays, il y a grande quantité de palus et marais inondés et remplis d'eau, et presque inutiles et de peu de profit, qui tiennent beaucoup de pays comme déserts et inhabités, et incommodent les habitants voisins, tant à cause de leurs mauvaises vapeurs et exhalaisons que de ce qu'ils rendent les passages fort difficiles et dangereux, lesquels palus et marais étant asséchés serviront en partie en labour et partie en prairies et pâturages. Plus de 2 siècles après Henri IV, les habitants de Marchemaurais, près de Metz, prennent moins de gants. Nous prenons la liberté de nous présenter au pied de votre grandeur pour vous prier d'empêcher que nous mourions tous. La mortalité est à Marchemaurais et nous pensons qu'elle provient des exhalaisons de l'eau de votre étang, qui, sauf votre respect, pue comme de la charogne. Feu le père Clément a dit à quelqu'un que du temps de M. Duprat, qui était notre seigneur comme vous, et grand chandelier de France, les habitants mourraient en tas, et que les médecins avaient dit « Tant que vous aurez un étang, vous serez tous malades, et pire, vous mourrez. » Ils sont partis en bande, ils ont dit à M. Duprat, qui était bon seigneur comme vous, et qui leur a dit « Mes enfants, puisque c'est ainsi, je ne veux pas que vous mouriez, voilà de l'argent, comblez l'étang. » Oui, l'air qui sort des marais est décidément mauvais pour la santé, c'est du mauvais air, malaria en italien. La malaria. Il faut dire que, au moins depuis les Romains, l'Italie est en pointe dans l'assèchement des marais. En particulier ceux du Val di Chiana, entre le Tibre et l'Arno, pas très loin de Florence. Même Léonard de Vinci s'en était occupé pour recommander leur assèchement. Et la carte qu'il en a présentée est plutôt impressionnante. L'eau couvre la plus grande partie de la vallée. En fait, la plupart des dirigeants de la région ont au moins essayé de s'attaquer au problème. En particulier Alexandre Farnese, devenu pape sous le nom de Paul III, ce qui nous vaut ce touchant portrait de famille, où il pose avec 2 de ses petits-fils, dont l'un, dans son bel habit de cardinal, est bien parti pour suivre les traces de grand-papa. Un siècle plus tard, on demande son avis à Galilée, qui, bien que condamné par l'Inquisition, est encore premier philosophe et mathématicien de son Altesse, le grand-duc de Toscane. Galilée s'empresse de refiler le bébé à Torricelli, qui commence à en connaître un rayon, question hydrographie. Après tout, il y a ce vieux problème des pompes de Florence qui refusent de monter de l'eau au-dessus de 10,30 mètres et qu'il conduira quelques années plus tard à inventer le baromètre. En attendant, Torricelli trouve que c'est folie de vider le Val di Chiana dans l'Arno au risque d'inonder Florence. Pour autant, il se montre plutôt admiratif du travail qui a été accompli au siècle précédent. Il parle d'une œuvre véritablement héroïque, la plus grande acquisition que l'on puisse jamais espérer de la bonification d'un pays. Les choses en restent là jusqu'à cet homme, Vittorio Fossombroni.
Ce portrait le présente comme un homme d'État entre deux siècles. Il est né 150 ans après Torricelli et il termine enfin le travail commencé 3 siècles plus tôt. Vous vous souvenez du charmant portrait du pape Paul III et de sa petite famille ? Eh bien, l'aimable compagne de ce Paul III s'appelait Silvia Ruffini. Elle était donc parente avec Alessandro Ruffini. Eh bien, croyez-le si vous voulez, mais l'œuvre unique du héros de cette histoire est dédiée à Alessandro Ruffini. Il s'agit de l'Algebra de Bombelli. Et pourquoi donc cette dédicace, je vous prie ? Pour cette grande chose digne de la grandesse romaine, consistant, avec son aide, dit-il, à assécher le marais de la Chiana, en Toscane. Au grand bonheur des peuples voisins qui d'une seule voix confessent que cette œuvre est aussi glorieuse qu'immortelle. Je cite toujours. Bombelli a donc participé en tant qu'ingénieur aux travaux du Val de Chiana, qui ont suscité l'admiration de Torricelli. Mais bon, pour aussi glorieuse et immortelle qu'elle ait été, 2 pages plus loin, nous apprenons que l'entreprise avait été abandonnée et qu'en échange, sa seigneurie révérendissime lui avait prêté son agréable villa de la Ruffina pour qu'il puisse écrire son livre d'algèbre. Et je vais vous dire, il y a pire comme villégiature pour écrire un bouquin de maths que cette villa située aux environs de Rome. Bien sûr, elle n'était pas dans l'état actuel. Elle a été restaurée au XVIIIe siècle. Mais tout de même, il devait y avoir la place de loger non seulement l'auteur, mais encore, nous dit-il, Francesco Maria Salanno, écrivain rare de notre temps, et aussi le propre frère de Bombelli, bien versé en mathématiques, mais malheureusement mort trop tôt. Il se prénommait Hercule, justement, comme les travaux. À part ce qu'il nous dit lui-même dans son livre, on ne sait pas grand-chose de Bombelli. On a tout de même appris qu'il était né dans ce quartier de Bologne, d'un père qui, initialement, s'appelait Mazzoli. Sa famille avait compté parmi les partisans des Bentivoglio, au pouvoir à Bologne jusqu'en 1506, date à laquelle le pape Jules II avait pris le contrôle de la ville. Et 2 ans plus tard, une rébellion avait valu l'exécution du propre arrière-grand-père de Bombelli et la confiscation des biens de la famille. Mais bon, tout cela ne nous dit pas pourquoi l'algèbre de Bombelli est aussi importante dans l'histoire des mathématiques. On en a 3 versions. 2 imprimées en 1572 et 79 et un manuscrit. Les extraits que je vous montre viennent de la réimpression de 1579 après la mort de l'auteur. Demandons-lui d'abord de nous rafraîchir la mémoire sur la controverse Cardan-Tartaglia à la génération précédente. Aucun autre ne s'est vraiment introduit dans le secret de la chose, plus que Cardan le Milanais dans son Ars Magna, où il est dit beaucoup de choses sur cette science, mais dans un langage obscur. Il en a traité aussi dans certaines de ses lettres ouvertes qu'il écrivit avec Lodovico Ferrari, notre Bolognais, contre Niccolò Tartaglia de Brescia, et dans lesquelles se voient de très beaux et talentueux problèmes. Mais Tartaglia avait tellement peu de modestie. Il était comme cela de sa nature, habitué à dire du mal, et il pensait avoir fait ses preuves avec honneur, alors que pour d'aucuns il avait médit. Il offensa presque tous les nobles esprits, menant et Cardan et Ferrari à le combattre. Des esprits qui de notre temps paraissent divins plutôt qu'humains. Bon, c'est pas très gentil tout ça. Reste que la référence du temps en algèbre est bien l'Ars Magna ou Artis Magnae de Cardan qui date de 1545. Que contient-il ? D'abord des développements sur les combinaisons de racines dans la veine du 10e livre d'Euclide.
Ensuite, un traitement complet des solutions d'équations du second, troisième et quatrième degré. C'est à peu près le plan des 2 premières parties de l'algèbre de Bombelli. Toujours pour vous rafraîchir la mémoire, voici un exemple de notation chez Cardan. Il s'agit de l'équation x3 plus 3x2 égale 21 avec sa solution. Cubus et quadrata 3 aequantur 21 est écrit en toutes lettres. Autrement dit, un cube et 3 carrés égale 21. Ensuite vient la solution. Le R barré est le symbole de racine. Sans précision, c'est une racine carrée, sinon il est suivi de cubica. Les P2 points et M2 points sont le plus et le moins. L'absence de parenthèse fait qu'il est impossible de lever les ambiguïtés. Le premier signe, racine cubique, s'applique à ce qui vient ensuite, mais rien ne dit jusqu'où. C'est dans l'Ars Magna que l'on trouve le premier calcul sur des racines carrées de nombres négatifs. Vous voyez ici l'opération 5 plus racine de moins 15 fois 5 moins racine de moins 15 égale 40. Maintenant, regardez l'extrait suivant chez Bombelli. Il s'agit de l'équation x3 égale 15x plus 4. Remarquez d'abord comment elle est écrite. La notation de Bombelli pour les puissances de l'inconnu consiste à mettre l'exposant avec une petite parenthèse horizontale au-dessus du chiffre. Il n'est pas le premier. On peut voir cette notation comme une variante de celle de Nicolas Chuquet, presque un siècle auparavant. Chuquet mettait le chiffre de la puissance en exposant du coefficient. L'imprimeur n'a pas suivi la demande, et l'exposant 1 se trouve sur la même ligne que le coefficient 15, alors que l'exposant 3 est au-dessus du 1. Regardez le second encadré bleu. Vous voyez d'abord les 2 lettres RC pour racine cubique, suite un L, et on retrouve le même L renversé à la fin. Il faut comprendre ces L comme des parenthèses ouvrantes et fermantes. Résultat sans doute d'une autre négociation avec l'imprimeur. Mais il y a plus important. Pour cette équation, l'algorithme trouvé initialement par Del Ferro consiste à élever au cube le tiers du coefficient des x. 15 divisé par 3 égale 5, élevé au cube 125. C'est l'opération de gauche. Puis on prend le terme constant, on le divise par 2 et on l'élève au carré. 4 divisé par 2 égale 2, au carré égale à nouveau 4. Ensuite, il faut soustraire le premier du second. 4 moins 125 égale moins 121. D'où problème. Parce que ce moins 121, il faut en prendre la racine carrée. Et c'est là que se situe l'innovation majeure. La racine carrée de moins 121, Bombelli l'appelle 11 più di meno, parce que c'est quelque chose qui n'est ni positif, ni négatif, ni plus ni moins. Pour nous, ce serait 11i, le i des nombres complexes. S'il fallait le soustraire, donc moins 11i, ce serait 11 meno di meno. Bombelli est capable de calculer avec ce più di meno et de trouver que la racine cubique de 2 più di meno 11 dans l'encadré bleu est 2 più di meno 1 qu'il écrit au-dessous. En ajoutant 2 meno di meno 1, comme le dit la formule, il trouve 4, qui est bien la valeur cherchée pour l'inconnu. C'est une chance que l'on ait retrouvé le manuscrit original de la main de Bombelli, car il permet de corriger les fautes d'impression et de restituer l'intention de l'auteur. Le voici pour ce même passage. Vous constatez en haut que la notation polynomiale de Bombelli est bien cohérente. Il écrit la puissance de l'inconnu, y compris la puissance 0, dans une parenthèse horizontale au-dessus du coefficient.
Ensuite, ce ne sont pas des L ni des parenthèses qui encadrent ces expressions. Dans le manuscrit, tout ce qui est à l'intérieur d'une même racine cubique est souligné. C'est ce que l'auteur appelle une racine relata, reliée. Ensuite, il a bien écrit racine carrée de 0 moins 121. Une fois extraite la racine cubique, il arrive à la racine carrée de 0 moins 1. Dans le manuscrit, les fameux più di meno n'apparaissent pas. Il semble que Bombelli lui-même ait eu du mal à accepter cet artifice de calcul. Voici ce qu'il en dit à la suite de cet exemple. Il est naturel que cela paraisse une chose extravagante à beaucoup, car j'ai été moi aussi de cet avis, trouvant que c'était plus un sophisme qu'une vérité. Néanmoins, j'ai tellement cherché que j'ai trouvé la démonstration qui sera notée ci-dessous. Elle peut se faire géométriquement et ces opérations ne présentent aucune difficulté. Assez souvent, on trouve ainsi la valeur numérique de l'inconnu. Parler de sophisme, c'est-à-dire d'un raisonnement fallacieux et trompeur, à propos des racines de nombres négatifs, était déjà l'opinion de Cardan. Bombelli, malgré sa démonstration géométrique, n'est toujours pas parfaitement sûr de la généralité de son raisonnement. Pour lui, il conduit au résultat assez souvent seulement. Pourtant, il n'hésite pas à donner des règles de multiplication de ces nombres più di meno, i meno di meno. Voici ces règles. Elles sont assez redondantes, mais au fond, la seule qui compte est celle qui est encadrée en bleu. Le produit de deux quantités più di meno est un nombre négatif. Les nombres complexes sont nés. Ils ne seront pas complètement compris avant Euler, 2 siècles après Bombelli. La naissance difficile des nombres complexes est ce que l'on retient habituellement de Bombelli, mais il se montre aussi novateur à d'autres titres. Par exemple, il donne dans la première partie le premier algorithme de calcul d'une racine carrée par développement en fraction continue. Aussi, il utilise les arithmétiques de Diophante, récemment redécouvertes, pour donner une liste de problèmes corrigés dans la troisième partie. Mais ce n'est pas tout. À la fin de la troisième partie, Bombelli déclare que son intention était de compléter son ouvrage par des démonstrations géométriques, mais que sa rédaction, selon lui, n'était pas rendue à cette perfection que l'état de cette discipline requiert. Bombelli est mort avant de terminer son ouvrage, mais on a retrouvé sous forme de manuscrit une 4e et une 5e partie. Il y parle de ce qu'il appelle l'algèbre linéaire, c'est-à-dire l'algèbre des lignes et non pas celle des espaces vectoriels. Il y développe des démonstrations géométriques, de manipulations algébriques, dans la lignée du livre 2 des éléments d'Euclide. Et on peut considérer ces démonstrations comme une anticipation de la géométrie de Descartes, qui n'arrivera que 3/4 de siècle plus tard. Eh bien voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai pu apprendre sur Bombelli, plus ou moins. Donc, vous en savez autant que moi, ni plus, ni moins.